Madame Claude, un génie du branding. Madame Claude, c'était la plus grande proxénète que la France ait pu connaître du temps des Trente Glorieuses. Son nom est souvent associé à l'image de la belle voiture française, la fameuse déesse de cette économie florissante que les Trente Glorieuses ont pu connaître également. Elle a su tirer son épingle du jeu, dirais-je, d'une façon assez particulière. Et à travers son histoire, je vais te montrer comment elle a su vraiment manier l'art du branding pour s'imposer dans un monde extrêmement masculin, où la femme, disons-le, était encore pas tellement mise en avant en termes de pouvoir ou de poste influent, disons. Quelqu'un disait que Madame Claude, c'était une femme incontestée dans un monde contesté. Je trouve que c'était très bien dit. Je vous ai mis comme citation l'auteur, c'est un testeur. Je vous expliquerai d'ici quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire qu'un testeur dans le monde de Madame Claude. Madame Claude avait une maîtrise des mots extraordinaire. Je ne sais pas si tu me suis, mais si tu me découvres, pour moi, la définition du branding, c'est vraiment être en capacité de donner une âme à son business. On n'est pas au niveau de la com, on est vraiment à un niveau où on transcende quelque chose. Et ça passe essentiellement par les mots, par les images également, mais par les mots. Et elle avait vraiment une capacité à ce niveau-là assez hors du commun. Déjà, par exemple, eh bien, elle ne parlait pas de prostitution, mais elle remplaçait ce terme par échange de bons services. Les prostituées, non, bien sûr, jamais on n'utilisait ce mot, c'était banni. On appelait les prostituées les filles de Madame Claude. Et on sent bien qu'il y a presque une relation filiale vraiment dans cette façon d'appeler les filles justement et qu'il y a un côté presque attachant en fait. C'est tout l'inverse en fait de prostituée, c'est un mot vraiment qui peut être violent, qui même à l'oreille, à la sonorité, sonne vraiment, frappe l'oreille. Les filles de Madame Claude, c'est onctueux, c'est doux. Et puis, la signification, bien sûr, n'est pas la même. Madame Claude disait que mon métier consiste à rendre le vice joli. Franchement, mais rien que cette phrase, mais c'est juste extraordinaire d'être capable de dire ça en fait. Et effectivement, on peut dire que c'est clairement ce qu'elle a fait, et justement, c'est pour ça que je parle de branding dans ce qu'elle a fait. En fait, elle avait une capacité à créer de l'enchantement, à faire rêver les personnes autour d'un sujet qui est quand même plutôt sordide. Enfin, ça n'appartient qu'à moi, mais voilà. Et vraiment, elle avait cette capacité à presque créer de la magie, en fait, autour de ça. Et je vais vous montrer comment. Il faut savoir que c'est un peu paradoxal, parce que c'est une proxénète, mais on peut aussi l'appeler maquerelle. Ça a été vraiment un modèle d'ascension féminin pendant pas mal d'années auprès des femmes. Les femmes l'ont mis sur un piédestal, l'admiraient même en fait. C'est paradoxal, mais ça peut se comprendre parce que c'était une femme à la fois mystérieuse, très charismatique. Franchement, dans un lieu, elle ne passait pas inaperçue, bien au contraire. Elle avait une telle présence qu'elle captait en fait la lumière par elle-même. C'était une femme affirmée, indépendante et encore une fois qui a su s'affirmer dans un monde très masculin. En général, les proxénètes sont des hommes et on est d'accord, les consommateurs sont également des hommes. Donc, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Quand elle était jeune, très jeune, elle disait qu'il y avait deux choses qui marchaient dans la vie. Elle avait pris conscience de ça, c'était la bouffe et le sexe, pour reprendre ses propos. Et elle a précisé qu'elle n'était pas bonne en cuisine. Donc déjà très clairement, elle avait trouvé sa voie, elle savait que c'était quelque chose, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est l'un des métiers, entre guillemets, les plus vieux du monde, hein. Donc je pense qu'il y avait certainement un besoin de sécurité fort chez elle, mais du coup, elle savait qu'il y aurait toujours de la demande sur ce marché, entre guillemets, au même titre que l'alimentation. C'était une conteuse hors pair, mais jusqu'à un certain point.
C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est vraiment créée un univers de marque. Vous savez que moi, je suis vraiment une, inconditionnelle de l'authenticité, hein, dans l'image de marque et l'univers de marque qu'on construit. Alors elle, c'était clairement tout l'inverse. Donc je ne cautionne pas, qu'on soit bien clair. C'est juste que voilà, je trouvais que c'était intéressant de montrer, de faire une étude sur son histoire et sur ce qu'elle a réussi à établir. La première chose, c'est que déjà, Madame Claude, ce n'est absolument pas son nom, ni son nom de famille, ni son prénom. Son vrai, sa vraie identité sur la fiche d'état civil, c'est Fernande Grudet. Attendez, je vais pas me tromper. Ouais, c'est ça, Fernande Grudet. Alors déjà, Fernande, bon, on est d'accord, c'est sûr, c'est pas très glamour. Grudet, alors vraiment, c'est vrai, ça sonne un peu dur à l'oreille. Bah, elle avait eu cette intuition de changer de nom. C'est OK. Ensuite, elle s'est inventé une histoire par rapport à son enfance. Donc, elle faisait croire à Paris, je crois qu'elle est originaire de Normandie de mémoire. Elle est issue à l'origine d'une famille très pauvre, vraiment pauvre. Mais en fait, elle fait croire tout l'inverse quand elle monte sur Paris. Elle invente tout, mais alors vraiment tout. Donc elle fait croire que son père est un riche industriel, qu'elle a suivi des études chez des religieuses, qu'elle a eu, un passé de résistante. Il y a aucun document qui a été retrouvé qui prouve quelque chose dans ce sens. Et elle a même été dire qu'elle s'est fait déporter, je sais plus le nom parce qu'en plus moi et l'allemand ça fait 2. Si je retrouve rapidement, à Ravensbrück ou Ravensbrück, désolée, je sais pas parler l'allemand, donc je sais pas comment on prononce, mais voilà. Donc franchement, elle se crée, déjà un certain mythe finalement, hem, mais surtout elle se donne une image. C'est surtout ça, elle veut donner une image de quelqu'un qui est issu d'un milieu qu'elle souhaite côtoyer en fait. Faut savoir que quand même par la suite, des personnes l'ont qualifiée de mythomane, hein, donc ça allait très loin. Quand je dis une conteuse hors pair, c'est que vraiment elle avait pas froid aux yeux et si elle pouvait, si ça permettait de, comment dire? De l'aider à arriver à ses fins, elle n'hésitait pas à enrober, la réalité, et de la faire plier à sa convenance. Mais par contre, il faut savoir que c'est vraiment une femme qui était très créative et visionnaire et vous allez comprendre pourquoi. En fait, le téléphone commence, à être un peu plus développé, mais ça reste quand même un accessoire de luxe. Ça coûte cher d'avoir sa propre ligne dans son domicile et elle comprend et elle ressent cette intuition que le téléphone peut être transformé en un accessoire de désir. Et en fait, il faut savoir que c'est elle qui invente les call girls. Call vient justement du téléphone et c'est clairement elle qui est à l'origine en fait de ce statut entre guillemets, de cette forme de prostitution. Il faut savoir qu'en fait, elle offre un véritable service de qualité très, très haut de gamme et vous allez voir comment. Déjà, elle assure une discrétion, par rapport à sa clientèle. Elle vise une clientèle d'élite, d'industriels, d'hommes de pouvoir, de politiciens, de personnes riches. Donc la discrétion est de mise. Ensuite, elle garantit un certain code, c'est-à-dire qu'en fait, les filles reçoivent une éducation, je vais vous en parler un petit peu plus et 3e élément, elle promet la promesse, c'est, d'assouvir n'importe quel fantasme de ces messieurs. Ça peut être assez violent, donc je ne me pencherai pas sur les détails, mais voilà, tout est possible, en termes de fantasmes avec elle. Donc, en termes de qualitatif, entre guillemets, elle choisit uniquement des filles qui ont entre 25 ans et 30 ans, qui ont une taille mannequin, c'est ses codes, et elle leur transmet, enfin, elle leur impose, entre guillemets, une certaine forme d'éducation, à savoir avoir un minimum de culture générale, hem, apprendre aux filles comment se tenir à table, ranger un sac, tenir une cigarette ou alors encore, porter des dessous exclusivement blancs. Leur apprendre également des rudiments d'anglais. À l'époque, c'était nettement moins déployé qu'aujourd'hui, je veux dire, on a tous connu au moins la LV1 ou LV2 anglais, à son époque, ce n'était vraiment pas le cas.
Donc l'idée, c'est vraiment de, donner l'illusion qu'une femme d'un soir peut devenir la femme de toute une vie. Et c'est là où voilà, la magie s'opère parce que, elle va dans le sens de ce que l'homme aimerait en fait, dans l'absolu. Faire croire que, la femme qu'il va payer, ce soir-là, c'est une femme de son monde, du grand monde, ce qui n'est pas le cas et donc pas, entre guillemets, une fille, qui serait retrouvée, dans la rue sur un trottoir, dans des conditions assez loufoques, dirais-je. Il faut savoir tout de même que de nombreux mariages ont été issus de ce type de relation. Des filles se sont vraiment mariées avec, certains de ses clients donc voilà, c'est quand même, tout n'est pas noir, j'ai envie de dire, dans le tableau. Et elle avait vraiment le sens et là on revient sur l'idée du branding. Je vous rappelle que to brand en anglais, ça veut dire marquer. Eh bien, elle marquait les filles de sa signature. Comment? Eh bien, par la chirurgie esthétique. En fait, elle imposait, c'était obligatoire à n'importe quelle fille qui rentrait dans son réseau, entre guillemets, eh bien, elle était obligée de passer sur la table chirurgicale, même si elle n'avait rien à se faire refaire. C'était un passage obligatoire et on voit bien qu'il y a l'idée de marquer les filles, mais bien de son propre sceau. C'est pas anodin quand même de toucher le corps, de cette façon-là. Elle savait également, utiliser l'art du co-branding, d'une façon assez subtile et brillante. Pour rappel, bah, vous allez comprendre en fait par l'exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que, elle maniait, elle assurait et garantissait une certaine forme de discrétion vis-à-vis, eh bien, de sa clientèle, parce que c'est quand même de l'ordre de l'intime plus, 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 on est bien d'accord. Mais il faut savoir que lorsqu'elle se faisait interviewer par les journalistes, hem et qu'il s'agissait de devinettes, elle laissait sous-entendre certaines choses. Voilà, donc elle ne brisait pas le sceau du secret, elle ne dévoilait pas, les noms noir sur blanc, mais néanmoins, si le journaliste était sur la piste ou il n'était pas impossible qu'elle, laisse sous-entendre que oui, un tel ou un tel, fasse partie de ses clients. Et pourquoi en fait le faisait-elle? C'est que tout simplement, elle voulait bénéficier de l'aura prestigieuse de ses clients. Il faut savoir que dans ses clients, on a eu le président John Kennedy, qui notamment lui a demandé, d'avoir le sosie, de lui trouver le sosie de sa femme, mais en plus libéré. Elle avait également le chat d'Iran, et à chaque fois qu'une de ses filles, bah, partait, heu, en Iran pour lui, eh bien, il lui envoyait un très, très beau bijou, qu'elle récupérait à chaque fois au passage. Donc, on est d'accord à ce niveau, de clientèle, bah, c'est très avantageux pour elle parce que ça lui permettait de vraiment, s'inscrire et garder sa place et bien s'installer, continuer à être, la référence de ce domaine, par rapport à cette élite, en fait. Donc voilà, c'est ce que je venais de vous dire. Maintenant, on va parler des dessous, si vous me permettez le jeu de mots, de la réalité. En réalité, c'était une femme au cœur dur. Vraiment, beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont côtoyée de près vont dans le même sens. Elle ne se cachait pas en plus de ça. En fait, pour elle, elle avait une haine de l'homme, très clairement. Pour elle, l'homme, c'était un portefeuille et la femme, une marchandise. Un moyen pour elle de s'enrichir, en fait. Donc, bon, ça fait moins rêver, entre guillemets. Il faut savoir qu'également, c'était un sacré maître chanteur. Même si elle garantissait la discrétion, bah, finalement, elle la faisait monnayer d'une certaine manière. On est bien d'accord, à son époque, et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, mais la prostitution était totalement interdite et illégale. Donc, elle arrivait à commercer, auprès de personnes de pouvoir, alors que sur une activité totalement illicite. Et donc sa façon à elle de se protéger, eh bien, c'était de demander aux filles tout simplement, eh bien, de lui rapporter, heu, bah, que ce soit les fantasmes ou même les choses qui ont été partagées, voilà,
on va peut-être pas parler de confidence, mais de petits partages à cœur ouvert qu'elle notait, qu'elle consignait dans un carnet. Et ça a fait trembler pas mal d'hommes politiques, très clairement, en tout cas d'hommes de pouvoir par rapport à ça. C'est ce qui fait que ça l'a protégée, entre guillemets, et ça l'a maintenue en activité pendant des années, hein, même des décennies. Et je vous disais que c'était une femme au cœur dur, il faut savoir qu'également, on ne la quittait pas facilement. Si l'une des filles de Madame Claude souhaitait, changer de vie en fait, ne plus faire ce «métier» entre guillemets, eh bien, elle devait rembourser le montant de la chirurgie esthétique qui lui a été imposé au début et également les montants, le montant des vêtements de luxe qui ont été, heu, je dirais investis, parce qu'il ne s'agissait pas tellement d'une dépense pour Madame Claude, c'était vraiment un investissement, pour son fonds de commerce. Donc elle devait rembourser ces 2 choses-là, on est bien d'accord, on n'était pas sur des petites sommes. Donc voilà, il fallait avoir les moyens, de se libérer. Il faut savoir que, de mémoire, une soirée avec une de ses filles, c'était 10 000 francs la soirée et elle ponctionnait 30 cash en fait sur les 10 000 francs. Donc bon, elles étaient pas non plus, dans le besoin, total, j'ai envie de dire, mais voilà. Madame Claude, une légende à elle toute seule, hein. Vraiment, son nom, pour les personnes qui côtoyaient ce milieu, était, un «grand nom» entre guillemets et en fait, c'était, non seulement un génie du branding, mais une avant-gardiste, par rapport au personal branding et vous allez voir pourquoi. Je vous cite une de ses citations: «Madame Claude, disait-elle, c'est comme Frigidaire, une marque déposée». Donc vraiment, elle avait le sens de, de la marque en termes de branding et enfin ouais, c'est assez incroyable. Elle était vraiment, assez avant-gardiste par rapport à ça. Et elle était vraiment prête à tout pour protéger son fonds de commerce. Donc je vous ai dit, maître chanteur, mais également menace. Il y a une journaliste qui s'appelle Elisabeth Antebi qui en fait a enquêté sur elle pour justement publier un livre en fait sur elle. Et elle a reçu des menaces extrêmement violentes. Je vais vous donner une idée. Ces menaces ont été beaucoup plus violentes que celle qu'elle a reçue lorsqu'elle a publié le livre «Droit d'asile en Union soviétique». Donc c'est dire quand même. Voilà, donc voilà, elle avait pas froid aux yeux Madame Claude, mais bon, elle protégeait son fonds de commerce, quoi. Maintenant, on va parler de la chute. Bah oui, ça n'a pas tout le temps été, comment dirais-je? Une réussite infinie en fait, elle a fini par chuter. Comment? Eh bien en fait, c'est le président, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, pardon, qui, en fait, a découvert ou a pressenti que Madame Claude avait essayé de le piéger en lui jetant une de ses filles dans ses bras et il a pas aimé du tout. Il a senti que c'était vraiment quelqu'un qui justement, voulait prendre le pouvoir sur les hommes et donc tirer un peu, les ficelles comme une marionnette et tétaniser son monde. Hem et donc lui refusait en fait d'être sous son emprise, du coup a fait en sorte de la démasquer et de la faire arrêter, de la coincer d'une manière ou d'une autre. Ça a été compliqué, mais il a réussi à le faire, par 2 biais en fait. Le premier, c'est que le «personnel» entre guillemets, du moment, j'ai envie de dire, s'était renouvelé. Donc c'était pas des anciens clients qui, voilà, «consommaient» entre guillemets, les services de Madame Claude. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il l'a eu par le biais du fisc. En fait, de ce que j'ai pu comprendre, elle ne déclarait pas grand-chose, si ce n'est rien. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une histoire de 11 millions de francs. Donc c'est vraiment considérable. Oui, c'est ça. Elle a été condamnée à une amende de 11 millions de francs avec, 10 mois de prison avec sursis. Donc ce n'est pas rien, hein, c'était vraiment, enfin voilà. Il faut savoir qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'échapper
à sa condamnation en s'exilant aux États-Unis. Et donc là, bah, elle a monté en fait, elle a essayé de monter une boulangerie là-bas. Ça a été un véritable fiasco, elle a fait faillite, enfin, c'était vraiment pas fait pour elle. Et donc 8 ans plus tard, elle est revenue en France, où elle a été, de nouveau, arrêtée. Elle a fait une courte peine. Elle en est ressortie et en fait, ça a été plus fort qu'elle, mais elle s'est remise en activité, en tant que proxénète. Et là, il y a une commissaire en fait qui a enquêté, sur madame Claude, qui la soupçonnait de ça justement. Elle avait tellement peur que son enquête fuite, au sein de son service ou même au niveau de sa hiérarchie, qu'elle n'avait parlé à personne de son enquête, en fait. Vraiment, elle a fait au maximum pour la tenir confidentielle, bah, pour ne pas justement tomber sur quelqu'un qui était, corrompu ou, sous l'emprise de madame Claude. Et donc elle a réussi, elle prend en flagrant délit madame Claude en train d'examiner, le corps d'une des filles, quoi, tout simplement, de la voir, quoi, en petite tenue. Et là, elle a été condamnée à 36 mois de prison, dont 30 avec sursis, ce qui veut dire donc qu'elle a fait 6 mois de prison ferme. Et à la suite de ça, en fait, elle a arrêté du coup, elle s'est «rangée» entre guillemets. À ce moment-là, elle a 69 ans quand elle, sort de prison et pour gagner sa vie, bah, elle gagne sa vie avec, des interviews qu'elle réalise, des shootings photos aussi dans des tenues un peu, comment dirais-je? Ah, je perds mon mot. Suggestive et donc voilà, elle essaye comme ça de vivoter un peu comme ça, mais en fait, elle finit seule, elle finit, je sais pas si on peut parler de pauvreté, c'est pas une pauvreté absolue, mais elle vit très chichement et elle finit par mourir en 2015 à l'âge de 73 ans. Il y a seulement 6 personnes qui se déplacent à son enterrement, dont je crois sur les 6 personnes, 4 coiffeurs qui collaboraient avec elle et les 2 autres, je sais plus, mais bon, c'est assez triste en fait et tout à l'heure, je vous parlais de testeurs, là, la citation, du début. En fait, quand elle recrutait des filles, elle les formait et parfois ça pouvait prendre plus d'un an, voire un an et demi pour former une fille et avant de les mettre, entre guillemets «au service de ses clients», elle les confiait à des testeurs. Donc c'était, quelques hommes de son entourage qui, testaient les performances donc des filles, le temps qu'il fallait pour qu'elles soient vraiment, bah, entre guillemets, «éduquées» sur ce plan-là, aux desiderata de ces messieurs. Voilà, donc on est là, enfin, comme vous le voyez, je n'enjolive pas la réalité. Au bien au contraire, il y a une dimension assez fascinante chez cette femme, comme il y a une dimension qui fait très très froid dans le dos. Je dirais que la leçon de cette histoire, c'est que oui, le branding est très puissant quand on sait le manier. Après, si on l'utilise de manière, comment dirais-je, malveillante d'une certaine façon ou égocentrique, euh, eh bien, ça se finit par se retourner d'une manière ou d'une autre contre nous, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'œuvrer et de prôner le branding authentique et bienveillant. Parce qu'en fait, quand on l'utilise dans ce sens-là, c'est juste merveilleux et il y a une dimension presque magique, en fait, je dirais même, de sentiment de bien-être, mais enfin, plus puissant que ça, parce qu'il y a un tel alignement que, je dirais même dans l'invisible, en fait, il se passe quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que cette étude de cas vous a apporté, si ça vous a appris des choses et ouais, quelle leçon vous en tirez. Ça me ferait un grand, grand plaisir. Bisous, à bientôt.